2005, 5 amis vont camper près d'un lac à La Croche, en Abitibi. Ils vivront la nuit la plus effrayante de toute leur vie. Suivez le lien dans la description de l'épisode pour visionner le rapport de témoignage original tel que partagé par la chaîne québécoise OVNI Expert. On y voit notamment les séances d'hypnose de 2 des témoins. Cette histoire est romancée et propose différents points de vue à la première personne. J'ai donc choisi de changer les noms des personnages que j'ai créés à partir des témoins originaux, afin de ne pas prêter d'intention, de pensée ou d'opinion à de vrais témoins. Je tiens à préciser qu'aucun fait allégué n'a été ajouté et que je n'ai pas parlé aux témoins directement ou indirectement. Sans plus attendre, tirez-vous une bûche et laissez-moi vous raconter. La Croche 2005, enlevé par des gris. Jean, 8 septembre 2005, 20h30. Au compte de 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Ça va, Camille? La fillette leva doucement les paupières. Je lui laissai le temps de s'éveiller complètement, encore sous le choc des révélations qu'elle venait de faire sous hypnose. Une jeune fille de 11 ans, ça a de l'imagination, certes, mais là, c'était autre chose. « C'est déjà terminé ?» demanda-t-elle, perplexe. « Oui, » fis-je en lui souriant. « T'as été génial. » La mère de Camille ne me quittait pas des yeux depuis le fond de la pièce. Son regard pesait sur moi comme si j'étais responsable des horreurs qu'elle venait d'entendre. Je pinçai les lèvres pour lui offrir un sourire compatissant. Elle regarda sa fille, puis elle fit volte-face et sortit de la pièce, troublée. Son père, quant à lui, avait toujours la bouche ouverte et les yeux écarquillés. « Ça va aller, monsieur Bigras ?» manquis-je. Il sourit à sa fille, puis m'offrit le même sourire incertain que celui que j'avais donné à son épouse quelques secondes plus tôt. Sa fille se leva et le rejoint, puis ils sortirent tous les deux, me laissant seul avec le tic-tac de mon horloge murale. Ce soir-là, je suis allé manger seul au restaurant. J'avais le regard perdu dans le vague tout au long du repas, dont je n'avais pris que quelques bouchées. À vrai dire, j'avais l'estomac noué. Le chemin du retour vers chez moi durait une trentaine de minutes, pendant lesquelles je traversais une large zone boisée. Un petit stationnement se trouvait au milieu de la forêt, et j'ai décidé de m'y arrêter quelques instants pour réfléchir. Je tirai de longues bouffées de ma cigarette, crachant la fumée qui formait de larges volutes au-dessus de moi. Les fesses appuyées contre ma voiture et le regard tourné vers les étoiles, je repassais les dernières heures dans ma tête. Jamais, en tant qu'hypnologue clinicien, je n'avais entendu pareille histoire. Une étoile filante traversa le ciel. Je restai là une bonne heure à contempler les étoiles et à me demander ce qu'il y avait au-delà. Martin, 27 août 2005. J'espérais pouvoir camper seul avec ma copine Amélie, mais sa petite sœur Camille a insisté pour venir. Sa mère a trouvé que c'était une bonne idée qu'elle nous accompagne et nous voilà aux prises avec un chaperon de 11 ans. Ne méprenez pas, elle est super Camille, mais à son âge, disons qu'elle n'a pas les mêmes choix d'activités que 2 jeunes adultes qui s'aiment et qui se rendent en forêt pour s'aimer, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, Camille était bel et bien là. On avait installé la tente près d'un petit lac où personne ne va jamais, près du village de La Croche, à une trentaine de minutes de La Tuque. C'était un petit coin secret que je connaissais et je m'y rendais souvent pour camper avec des amis et Amélie. On avait fait cuire des pâtes avec une sauce à la viande pour le souper, puis on avait rôti des guimauves sur le feu. Camille était partie se coucher dans la tente autour de minuit, et nous sommes restés, moi et Amélie, blottis l'un contre l'autre près du feu à discuter. Vers 1h du matin, alors qu'on s'apprêtait à aller se coucher, on a remarqué que la lune était sortie et qu'elle était bien basse à l'horizon au-dessus du lac. J'étais en train de ramasser nos chaises pliantes quand Amélie s'écria « Martin, est-ce que tu vois ça ?» Je me retournai vers le lac, constatant avec surprise que la lune se déplaçait sur la droite. En fait, ce n'était pas la lune. Du tout. Je n'en croyais pas mes yeux. La sphère se déplaçait de manière fluide sur la droite, puis sur la gauche.
Elle changeait de direction en un clin d'œil comme un pointeur laser que l'on fait danser sur le mur. Amélie était muette et suivait la lumière flottante du regard. La sphère sembla grossir tout à coup, puis 2 autres sphères multicolores en émergèrent, virevoltant autour. « Camille !» s'écria Amélie. Elle courut vers la tente. Sa sœur dormait paisiblement quand Amélie ouvrit la porte. « Camille! Camille! Réveille-toi !» La pauvre était encore à demi endormie quand Amélie la tira hors du sac de couchage. « Hé !» fit Camille, se frottant les yeux. « Viens voir ça !» Camille enfila un chandail chaud et elle sortit péniblement de la tente. Je les attendais debout sur la plage, immobiles à regarder le spectacle des lumières qui dansaient devant nous. Camille resta silencieuse quelques instants, puis elle demanda « Est-ce que c'est des extraterrestres ?» Je ne savais pas trop quoi lui répondre, et je jetai un regard vers Amélie qui haussa les épaules. « Je pense que oui, » répondis-je. Amélie, 27 août 2005. Je ne sais pas ce qui a pris à Martin. Une fois que nous sommes sortis de la tente, Camille et moi, il a empoigné sa lampe de poche et il s'est mis à la faire clignoter en direction des lumières. « Arrête ça !» sifflai-je entre mes dents. « Non, attends !» répliqua-t-il en continuant ses mouvements de lampe torche. « Merde !» grommelai-je. Moi, j'aurais préféré disparaître, éteindre le feu et foutre le camp. Mais depuis le ciel, on devait être aussi visible qu'un phare sur un récif. Camille était fascinée et je me demandais pourquoi elle n'était pas terrorisée. En tout cas, si elle l'était, elle ne le montrait pas. On était vulnérables au beau milieu de la forêt et ces deux-là regardaient le phénomène avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Après quelques instants, je commençais à me détendre un peu. Clairement, ce qu'on vivait était unique. Je regardais les lumières tournoyer doucement quand soudain elles se sont approchées au centre du lac. Martin pointait la lampe torche vers la gauche et les lumières se déplaçaient vers la gauche, puis vers la droite, et encore une fois les disques lumineux suivaient. Je n'en revenais tout simplement pas. Était-on en train de communiquer avec ces trucs? Je saisis ma propre lampe de poche et je me suis approché de la berge. Je passai ma main devant le faisceau pour la faire clignoter. 3 fois, et la plus grosse sphère sembla clignoter 3 fois elle aussi. J'en avais les larmes aux yeux, un mélange de peur et d'excitation. Puis les lumières se sont lentement éloignées jusqu'à disparaître complètement. Nous sommes restés jusque vers 2 heures du matin à contempler les étoiles et à discuter de ce qu'on venait de vivre, étendus dans le sable. Ensuite, on est allé se coucher sans qu'il ne se produise quoi que ce soit d'autre. Pendant la semaine suivante, j'ai parlé de l'incident à toutes mes amies. Évidemment, personne ne nous croyait vraiment. Sur leur visage se mêlait de l'incrédulité, de la curiosité et du doute. Je ne peux pas les blâmer, c'était une histoire assez incroyable. C'était pareil pour Martin et Camille. Après les cours, le jeudi suivant, moi et Martin, on se rendait au restaurant avec un couple d'amis, Danny et Eve. Bien entendu, on leur a raconté notre expérience, et ces derniers sont les seuls qui nous ont vraiment pris au sérieux. Danny, 1er septembre 2005. J'étais assis devant Martin et Amélie à côté de ma copine Eve. Je les écoutais nous raconter ce qu'ils avaient vécu la semaine précédente et bien qu'au départ je pensais qu'ils nous faisaient marcher, j'ai vite compris que tous deux étaient très sérieux. Ils étaient surexcités, parlaient la bouche pleine. En fait, cette conversation a duré du début à la fin du repas. Je sentais qu'Eve était aussi curieuse que moi. Quand ils nous ont dit qu'ils souhaitaient retourner camper le samedi suivant, pendant la longue fin de semaine du travail, nous nous sommes regardés, Eve et moi, avant de lancer en chœur. « On peut venir avec vous ?» Ils ont répondu tout de suite que ce serait génial, même s'ils ne pouvaient pas garantir qu'on verrait à nouveau les mystérieuses lumières. Ça nous allait très bien, sans compter qu'ils annonçaient une météo parfaite pour ce long week-end. Danny, 3 septembre 2005. Le samedi suivant, vers 15h30, moi et Eve chargions mon pick-up avec ma tante, nos sacs de couchage et une glacière bien remplie. On ne partait qu'une seule nuit, alors on n'avait pas besoin d'emporter une montagne de choses. Pourtant, le sac à dos d'Eve était plein à craquer. « Ben quoi ?» fit-elle en voyant mon regard suspicieux. « Tu t'en vas à une parade de mode ou quoi? J'ai un impair au cas où il pleuvrait. J'ai un chandail chaud et des pantalons longs, un t-shirt de ruche. Ça va, je te crois, fis-je en pouffant de rire. Allez, donne-moi ça. » Je déposai le sac sur la banquette arrière.
La rivière Croche porte bien son nom. Elle est sinueuse et repliée sur elle-même tel un serpent. Par moments, de longues plages de sable la bordent, offrant aux voyageurs de splendides paysages. Nous sommes arrivés à l'entrée du chemin de terre vers 15h50 et avons entendu Amélie et Martin qui se pointèrent le bout du nez vers 16h tout sourire. Ils descendirent nous saluer. Je remarquai que Camille, la petite sœur d'Amélie, était dans la voiture et elle me souriait timidement. Voyant que je faisais un signe de la main à Camille, Amélie me murmura « Ouais, elle voulait venir avec nous à tout prix. Elle m'a fait une crise de nerfs. » « Pas de problème, on va rester sage de toute façon, » fis-je en lui envoyant un clin d'œil. Nous avons garé la voiture dans un petit stationnement et un sentier menait à la plage où nous dormirions. Moins de 30 minutes plus tard, les tentes étaient montées et nous allumions un petit feu. Elle était dégourdie, la petite Camille. Elle nous racontait de long en large comment s'était déroulée la soirée la semaine précédente, comment les lumières avaient répondu à leurs signaux. Je l'écoutais distraitement tandis que je préparais des pommes de terre dans du papier aluminium. Elle poursuivait son interminable histoire alors qu'Ève, Martin et Amélie étaient partis marcher sur la berge. « J'espère vraiment qu'on va les revoir ce soir, » fit-elle en scrutant l'horizon au-dessus du lac. « Ouais, ce serait cool, » lui répondis-je. Camille, 3 septembre 2005, 21h30. L'ami de ma grande sœur, Dani, avait préparé des steaks sur une grille de cuisson au-dessus du feu et des pommes de terre. Il avait fait une sauce aux champignons, c'était vraiment bon. Puis le soir, on s'était regroupés près du feu, assis dans le sable, à discuter de l'espace, des extraterrestres et tout ça. J'étais très fatigué, mais je voulais absolument attendre de voir si les lumières reviendraient nous rendre visite ce soir aussi. Personne n'avait emporté de radio pour faire jouer de la musique. C'était parfait. J'aime tellement écouter le bruit de la forêt, des petites vagues du lac sur le sable, les insectes, les grenouilles. C'est relaxant. Je sais bien que ma grande sœur aurait préféré que je reste à la maison pour qu'elle puisse passer du temps avec son Martin. Il est gentil, je l'aime bien. Mais j'avais trop envie de revoir ça. À part Amélie, les 3 autres me parlent comme si j'avais 5 ans. C'est énervant. J'aimerais qu'on me prenne au sérieux. Je ne suis pas une adulte, mais je sais que je suis intelligente, curieuse et très mature pour mon âge. Je regardais le feu perdre de l'intensité à mesure que le temps passait. Je les laissais parler entre eux. Moi, je sentais que le sommeil me gagnait tranquillement. Je ne sais plus quelle heure il était quand les lumières sont finalement apparues au-dessus du lac. J'étais endormi près du feu depuis quelque temps. Tout le monde s'est mis à parler fort, à être excité et ça m'a réveillé. Moi, je restais assise à contempler le spectacle. C'était beau. Comme pour la semaine d'avant, une grosse lumière un peu jaune est apparue, puis 2 petites boules qui changeaient de couleur tournoyaient autour. Martin a repris sa lampe de poche et l'a braquée vers les lumières. Ça a pris quelque temps avant qu'il ait une réponse, mais les sphères lumineuses se sont mises à tournoyer plus vite, puis elles se sont approchées, vraiment très très près de nous. La plus grosse était maintenant immobile, juste au-dessus de ma tête. Martin, 3 septembre 2005, 22h45. Camille était figée sur la plage pendant que les lumières s'approchaient de nous. La forte lueur a commencé à nous envelopper de plus en plus intensément. La plus grosse boule est devenue si lumineuse qu'on se serait cru en plein jour. Nos poils et nos cheveux se dressèrent et la fascination fit aussitôt place à la peur. Quelque chose clochait, c'était évident. À ce moment-là, nous avons tous été pris de panique. Une peur viscérale qui nous criait de fuir. Amélie hurla le nom de Camille, qui était comme hypnotisée par l'éclat au-dessus d'elle, ne réagissant pas aux implorations d'Amélie. Elle sortit de sa transe quand Ève la prit par la main, avant de l'entraîner dans une course folle sur la plage, puis dans le petit sentier qui menait au véhicule. À la hâte, on est tous montés dans le pick-up de Dani, qui démarra en trombe, laissant ma propre voiture derrière. Personne ne dit mot pendant qu'on se dirigeait vers la route principale. On était tous beaucoup trop effrayés. Camille pleurait sur la banquette arrière. Une fois sur le chemin principal, il y avait une vieille cabine téléphonique au kilomètre 22 et Dani enfonça la pédale de frein. Je voulais appeler la police, signaler ce qu'on avait vu. Je décrochai aussitôt le combiné et composai le 911 quand un son s'échappa du combiné. Je raccrochai et composai à nouveau le 911
quand au loin une lueur me fit tressaillir d'effroi. Les lumières nous suivaient. Je frappai violemment le combiné hors de moi avant de retourner avec les autres dans la camionnette. Danny roula aussi vite que possible quand finalement nous arrivâmes à une station-service dont les lumières extérieures étaient éteintes. Elle était probablement fermée depuis 23 heures, mais ça valait le coup d'essayer. « Y a quelqu'un? Allô? » Les lumières étaient tamisées, mais je pouvais tout de même voir qu'un commis était en train de compter l'argent de la caisse pour fermer. Il leva les yeux avant d'arborer une expression de terreur. Je me retournai pour voir que la boule de lumière se trouvait de l'autre côté de la rue, flottant dans les airs. « Laissez-nous entrer !» martelai-je, sentant la panique me gagner. Les autres m'attendaient dans la camionnette juste à côté, alternant leur regard entre moi et la lumière qui se rapprochait. De toute évidence, le commis ne nous laisserait pas entrer. Je courus vers le pick-up et me hissai à côté de Camille. Nous avons roulé plusieurs minutes quand la lumière sembla disparaître. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je à Danny, Eve et Amélie. « Je pense qu'ils sont partis, » fit Amélie. « Je ne les vois plus, » renchérit la petite Camille en reniflant. On a roulé en silence pendant quelques minutes avant de rebrousser chemin. « On pourrait au moins aller chercher ma voiture ?» demandai-je en me tournant vers Danny. « Ouais, pas question que je dorme là-bas ce soir, » fit-il. Tout le monde se mit d'accord. On y retournerait, je reprendrais ma voiture, puis on rentrerait tous chacun chez soi. On reviendrait chercher les tentes et l'équipement le lendemain. Danny, 3 septembre 2005, 23h45. Pendant que je garais le pick-up près de la voiture de Martin, on a tous remarqué les lumières par-delà le sentier sur la plage. Elles virevoltaient au-dessus de nos tentes. Mon estomac se noua et je déglutis avant de prendre mon courage à deux mains. À 3. 1, 2, 3. Les 4 portières du véhicule s'ouvrirent en même temps, et en moins de 2, nous étions dehors. Je m'approchai de la vieille Volkswagen noire de mon ami, et je remarquai qu'il y avait quelque chose d'anormal. Une fine couche de poussière blanche recouvrait la totalité de la voiture. C'était comme si elle avait été garée au beau milieu d'un feu de forêt, ou au pied d'un volcan actif dont les cendres auraient recouvert la peinture. Il y avait des traces de doigts que l'on pouvait voir partout sur la voiture. Des mains à 3 doigts. Je portai la main à ma bouche, n'en croyant pas mes yeux. Camille lança. « Qu'est-ce que c'est ?» Martin était aussi hébété que moi. Il approcha le doigt pour toucher la poudre blanche. « Surtout n'y touche pas !» lançai-je. Il retira sa main aussitôt avant de faire le tour du véhicule. « Regardez ça !» fit-il dans un souffle. On s'est tous approchés. Malgré la pénombre, on discernait une paire de lunettes de soleil et une brosse à dents. Toutes deux étaient fondues sous le pare-brise. Dis Danny, ça t'embête si je te demande de me ramener chez nous? » Pas du tout, fis-je, levant les yeux vers les lumières qui ne semblaient pas nous avoir remarqués. Allez, montez. En moins de 2, nous étions tous à nouveau à bord de mon pick-up et nous foncions à bonne vitesse vers la route principale, toute lumière fermée. Par la fenêtre sur ma gauche, je crus voir du coin de l'œil une lumière flotter dans le ciel, et je fus pris d'un vertige quand je constatai que ce n'était pas une boule lumineuse, mais bien un véhicule de forme triangulaire qui volait à basse altitude, avec de puissantes lumières blanches en dessous. Il nous suivait à la même vitesse. J'enfonçai l'accélérateur et je rallumai les phares pour mieux voir où j'allais. Amélie, 4 septembre 2005, minuit. On était presque sortis du chemin de terre quand un gyrophare rouge et bleu s'illumina derrière nous. Danny roulait très vite, certainement plus vite que la limite permise. Dans d'autres circonstances, ça ne ferait aucun sens, mais d'une certaine manière, j'étais heureuse que la police nous arrête. Ça me faisait me sentir en sécurité. Danny avait poussé un juron avant de s'arrêter sur le bas-côté. Il ajusta son rétroviseur et se tourna vers moi. « Vous ne trouvez pas ça bizarre que des policiers patrouillent ce chemin-ci, en plein milieu de la forêt, à 7 heures? Peut-être qu'ils ont vu les lumières dans le ciel et qu'ils sont venus vérifier ?» lui répondit ma petite sœur. Ça faisait du sens.
Rassurés, nous attendîmes patiemment que le policier sorte de son véhicule et s'approche de la fenêtre que Danny descendit. « Bonsoir, monsieur l'agent », lança-t-il. « Sûreté du Québec. Coupez le moteur. Vos papiers. » fit le policier d'un ton sec. L'homme avait une allure étrange, des yeux larges et sombres. Son uniforme ressemblait à ceux des années 50. Sa voix était... je ne sais pas comment l'expliquer. « Vous, cessez de me dévisager, » fit-il en nous jetant un regard glacial. « J'ai dit vos papiers. » Nous avons tous tourné la tête dans l'autre direction, alors que Danny fouillait dans le coffre à gants. Il tendit les papiers d'enregistrement et son permis de conduire à l'agent, qui s'en retourna doucement vers son véhicule. On était tous silencieux. Les gyrophares clignotaient à une vitesse étourdissante, de plus en plus rapide. Après quelques minutes, le policier revint vers la camionnette. Il tendit les papiers à Danny. « Tout est en ordre. Maintenant, partez. » Sans nous laisser l'occasion de poser quelques questions que ce soit, l'agent tourna les talons et retourna dans son véhicule sans même nous dire pourquoi il nous avait arrêtés. Moins de 30 minutes nous séparaient de chez moi. En théorie, on aurait dû y être autour de minuit et demi. Pourtant, il était 3h30 quand Danny se gara dans l'entrée chez mes parents. Jean, 8 septembre 2005, 18h30. Les parents d'Amélie et Camille m'ont appelé le mardi suivant. À vrai dire, ils avaient d'abord appelé une journaliste locale, qui les avait référés à un ami passionné par les enquêtes concernant les ovnis et avec qui nous avons fondé une association de recherche paranormale sur ces phénomènes. Quand il m'a appelé, je n'en croyais pas mes oreilles. Évidemment que je voulais rencontrer ces deux jeunes filles et vérifier si elles avaient vécu plus que ce dont elles se souvenaient pendant cette fameuse période de temps manquant. Je leur avais donné rendez-vous ce jeudi à mon cabinet. Depuis plusieurs années, je rencontre des patients qui ont vécu des traumatismes, souvent liés à des événements survenus dans leur enfance et qu'ils ont enfouis au plus profond de leur âme. En faisant ressortir ces souvenirs, on peut espérer traiter des blessures émotionnelles à la source et permettre à ces personnes d'alléger un fardeau qui pèse sur leur vie. Je ne veux pas parler au nom des autres, mais pour moi, c'était le saint graal de l'hypnose que de recevoir ces jeunes filles. J'avais longuement réfléchi à la manière dont je procéderais. Évidemment, afin de ne pas biaiser les réponses et du même coup éviter de leur inculquer de faux souvenirs, je devrais être extrêmement prudent dans la façon dont je formulerai mes questions. Sous hypnose, on devient vulnérable à la suggestion et l'objectif ici était plutôt de débusquer des souvenirs et non pas d'en créer, à la manière d'un rêve qui leur paraîtrait comme réel. J'avais griffonné quelques notes sur des cartons que je relisais tout bas. Amélie cogna à la porte de mon bureau vers 18h45. « Entrez !» Je levai les yeux et découvris une jeune fille pétillante, plutôt jolie au début de la vingtaine. Ses cheveux blonds tombaient de manière élégante sur ses épaules. Son visage paraissait fatigué, ce qui corroborait les dires de sa mère, qui m'avait indiqué que la pauvre ne dormait que très peu depuis les événements allégués. Ses parents qui attendaient d'ailleurs dans la salle d'attente avec sa petite sœur Camille. « Bonjour Amélie, assieds-toi. » Elle me salua timidement et s'assied sur le fauteuil devant mon bureau. Je déposai mes notes et plongeai mon regard dans le sien. « Je présume que tu sais pourquoi tu es ici ?» manquis-je. « Oui, » répondit-elle. « Et tu es d'accord avec la séance d'hypnose que nous allons faire ensemble ?» « Oui. » Je fis une pause. « Très bien. Pour commencer, pourrais-tu me raconter dans tes mots ce que vous avez vécu au cours des 2 dernières semaines ?» Elle s'exécuta, me racontant d'abord la première fin de semaine, puis la seconde. Elle tremblait quand elle me raconta l'épisode de l'arrestation par le policier. Certains détails étaient confus, mais je n'y fis pas attention. De toute évidence, elle avait été traumatisée par cet événement, et dans ce genre de cas, les détails peuvent se mélanger dans nos têtes. Elle termina en me racontant qu'elle et Camille étaient rentrées chez elle vers 3h30 du matin, alors qu'il aurait dû être autour de minuit et demi. Je pesai mes mots. Nous sommes ici pour vérifier si tu as... On a été enlevé par des extraterrestres, je le sais. Sa réponse me déstabilisa un peu, mais je me ressaisis rapidement. Qu'est-ce qui te rend aussi certaine?
Je fais des rêves vraiment bizarres, et ma petite sœur aussi. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé pendant les 3 heures qui manquent, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Rassure-toi, Amélie, je ne remets pas en cause ton témoignage. Fige, il faut rester ouvert à toutes les possibilités, tu es d'accord? Oui, fit-elle mollement. Bien. Es-tu prête à t'installer sur le lit derrière toi? Oui. La séance sera enregistrée pour consultation ultérieure. Tu es d'accord avec ça? Oui. Parfait. Installe-toi confortablement, je vais baisser la lumière et te laisser quelques minutes. Profites-en pour te détendre et pour prendre de grandes inspirations. Conserve l'air dans tes poumons en comptant jusqu'à 3, puis expire doucement par la bouche. OK. Elle s'installa sur le petit lit et je diminuai l'intensité lumineuse en sortant. J'expliquai à ses parents que je lui laissais quelques instants pour se détendre et que nous allions commencer. « Est-ce que je peux être avec elle ?» demanda la petite Camille. « C'est important que vous soyez séparés pour les séances d'hypnose, pour ne pas influencer vos réponses l'une et l'autre. Tu comprends? »« Oui, » répondit-elle, déçue. « Bien. » J'offris un sourire à sa mère avant de me diriger vers le bureau. J'ouvris la porte doucement et m'engouffrai dans la pénombre. Je trouvai Amélie bien installée, elle semblait détendue. Je coupai la sonnerie du téléphone sur mon bureau, puis je démarrai l'enregistrement vidéo sur la caméra près du lit. Installé sur une chaise à côté d'Amélie, papier et crayon en main, je débutai la séance. Aujourd'hui, on va explorer ensemble certaines parties de ton passé et de tes souvenirs. C'est toi qui vas décider de ce que tu veux revivre ou non. Tout ce qu'on va explorer ensemble se trouve dans ton subconscient. Il n'y a aucune pression pour trouver quoi que ce soit de précis. Tu seras consciente pendant toute la séance et tu pourras y mettre un terme quand bon te semblera. Choisis un mot de passe. Quand tu le prononceras, je te ferai t'éveiller doucement et tu te souviendras de tout ce dont on aura parlé. D'accord? Elle réfléchit un instant. Puis lança « Pourquoi pas juste stop ?» Je souris. « Oui, stop, c'est parfait. » Maintenant, ferme doucement les yeux et prends de profondes inspirations par le nez. Expire lentement. À toutes les fois que tu expires, chaque partie de ton corps se détend de plus en plus. C'est comme une chaleur qui se propage. D'abord tes doigts, tes mains, puis tes bras. Imagine que tu t'enfonces doucement dans le matelas moelleux. Tu es confortable. Tes jambes se détendent aussi à partir de tes orteils jusqu'à tes hanches. Quand son visage se décrispa un peu, je poursuivis. Maintenant, imagine que tu es dans un endroit où tu te sens bien et en sécurité. Ça peut être dans ta chambre, sur une plage, dans un grand jardin près d'un ruisseau. Concentre-toi sur cet endroit, sur ce qui t'entoure, sur le fait que tu t'y sens bien. Plus tu penses à cet endroit, plus tu le visualises et plus tu te sens détendu et calme. Continue de prendre de grandes inspirations et à expirer l'air doucement. Un léger sourire s'afficha sur son visage. C'était mon signal pour approfondir son état de transe. Tu es toujours dans un endroit sécuritaire. Un escalier apparaît devant toi et il descend en spirale. Il est doux et sécuritaire. Il mène vers tes souvenirs. Tu te lèves doucement et tu commences à descendre cet escalier, une marche à la fois. Il y a 10 marches à descendre et chacune d'elles te fait te sentir de plus en plus détendu et prête à explorer tes souvenirs. Il ne reste que 3 marches. 2, 1. Je pris une petite pause pour lui laisser le temps de se détendre complètement. Je vérifiai qu'elle était toujours avec moi. Peux-tu me dire ton nom? Amélie. Bien, fis-je. Amélie, maintenant j'aimerais que tu reviennes dans tes souvenirs jusqu'à la fin de semaine dernière. Il y eut un instant de silence. Je suis dans la camionnette de Danny. Il conduit vite, dit-elle d'une voix un peu endormie. Bien, laisse les souvenirs venir à toi. On se fait arrêter. Il y a un policier. Il est étrange. Ses yeux sont noirs et allongés. Il est habillé comme un policier d'une autre époque. Il... Prends ton temps. C'est comme un film qui joue devant tes yeux. Tu n'as qu'à me dire ce que tu vois.
Il s'en va vers sa voiture. Les lumières bleues et rouges clignotent vite, beaucoup trop vite. Puis... Elle cherchait son air. Sa respiration s'accéléra. Nous y étions. Amélie, 4 septembre 2005, minuit. Je vois de la lumière qui m'éblouit. Une lumière blanche et extrêmement vive. Ça sent le métal brûlé. Comme quand mon père fait de la soudure dans le garage. Les scènes se succèdent tel un montage vidéo aux coupures abruptes. Je suis debout dans une pièce. Je pense que je suis seul. Non, il y a quelqu'un debout au fond de la pièce, derrière la lumière qui m'aveugle. Il y a une silhouette bizarre. Je n'arrive pas à voir qui c'est. Ça chauffe dans mes yeux. Très bien, Amélie. Que se passe-t-il ensuite? Je suis couché sur une genre de civière, comme à l'hôpital. La lumière traverse mes paupières et je vois tout en rouge. Je force pour ouvrir mes yeux, mais la lumière me fait mal. J'ai le temps de voir que des médecins sont penchés sur moi. Peux-tu me décrire les médecins? J'essaie d'ouvrir les yeux. Ça fait de moins en moins mal, on dirait qu'ils s'habituent à la lumière. J'ai froid aux pieds. Pourquoi je suis pieds nus? Mon Dieu! Que vois-tu, Amélie? Ce ne sont pas des médecins. Ils ne portent pas de vêtements. Leur peau est grise, comme moite et toute plissée. Il y en a 3 ou 4 penchés sur moi. Ils ont une tête comme un œuf à l'envers et de grands yeux noirs. On dirait les yeux d'une mouche. Quelque chose me fait mal sur le bras droit. Je ne peux pas bouger. J'ai peur. Pourquoi tu ne peux pas bouger? Je suis attaché avec des sangles froides. Mes mains et mes pieds sont attachés. Une autre créature, plus grande. Elle se penche par-dessus moi. J'ai envie de crier, mais je ne peux pas. Je cherche du secours. Il y a des gens au fond de la pièce qui me regardent, ils sont dans l'ombre. Peux-tu voir de qui il s'agit? Non. Non. Il y a un grand extraterrestre et un humain, pas grand. C'est embrouillé, je ne vois pas bien. Il y a un bruit étrange. Qu'est-ce que... Lâchez-moi! Vous me faites mal! Stop! Stop! Amélie, le film de tes souvenirs disparaît et l'escalier doux et sécuritaire que tu as descendu tout à l'heure apparaît devant toi. Tu peux maintenant bouger et te rendre jusqu'à l'escalier. Chaque marche que tu gravis te ramène vers moi. Au compte de 3, tu vas te réveiller et te sentir bien et en paix. 1, 2, 3. Jean, 8 septembre 2005, 19h15. J'étais troublé quand Amélie sortit de mon bureau. Elle s'était éveillée calmement et on avait rapidement fait un retour sur la séance, en lui mentionnant que certains souvenirs pouvaient être flous, partiels ou même mêlés d'imaginaire. Je lui ai dit qu'elle avait été géniale, avant de lui donner congé. Il ne faut surtout pas forcer les souvenirs, même si j'aurais aimé en savoir plus. Je ne sais pas si elle en avait plus à dire, de toute façon. Elle ferma la porte derrière elle, et je restai un instant sur la chaise, tentant de clarifier les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Je devais faire vite, car Amélie ne devait pas révéler de détails à Camille concernant la séance. Je fis une pause sur l'enregistrement vidéo, puis je sortis en vitesse du bureau pour inviter Camille à me suivre. Ses parents me demandèrent s'ils pouvaient assister à la séance, demande à laquelle j'acquiesçai. Je repris le processus avec Camille, lui expliquant d'abord le déroulement de la séance, puis je baissai l'intensité de la lumière et l'invitai à se coucher sur le lit. Ses parents resteraient à l'écart, son père à demi assis sur mon bureau et sa mère près de la porte. On s'était mis d'accord pour qu'en aucun cas ils n'interviennent, de quelque manière que ce soit, que c'était important pour la neutralité de la séance. Le mot de passe de Camille pour arrêter la séance serait « girafe ». Je souris devant cette proposition pour le moins originale,
avant de lancer l'enregistrement sur la caméra vidéo et de répéter l'exercice d'hypnose régressive avec la jeune fille. Il ne reste que 3 marches à descendre. 2, 1. Peux-tu me dire comment tu t'appelles? Camille. Très bien, Camille. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes dans tes souvenirs jusqu'à la fin de semaine dernière. Camille, 3 et 4 septembre 2005. Je vois 2 images. La boule jaune au-dessus de la forêt. Puis l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un vaisseau extraterrestre? Les murs sont tout noirs, comme en métal ou en pierre, je ne sais pas. Il y a des petites lumières sur les murs déboutants. De la lumière bleue qui vient de nulle part. Et il y a une fenêtre. Je vois des étoiles. Est-ce que tu es seul? Je peux voir des gens. Qui ça? Ils sont tout nus. Ils me font peur. Ils sont laids. Ils sont tous pareils avec la même tête. Leur peau est grise, leurs yeux sont très grands. Ils ont un très petit nez et une petite bouche. Leur front est très grand. Ce sont des extraterrestres. Toi, où es-tu? Comment tu te sens? Je suis debout, au fond d'une pièce. J'ai peur. Il y a quelqu'un couché sur un lit plus loin, et au-dessus, il y a une lumière blanche, très brillante. Vois-tu qui est couché sur ce lit? Non. Je suis trop loin et je ne vois pas bien. Mes yeux sont embrouillés, comme quand on les ouvre dans une piscine. J'ai peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Je ne suis pas en sécurité. Je ne fais pas confiance aux extraterrestres. Je ne sais pas où sont les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a quelques-uns qui appuient sur des boutons, sur les ordinateurs autour de la pièce. Parfois, il y en a qui se retournent, qui me pointent avec leurs longs doigts gris. Je sais qu'ils se parlent entre eux, même si je ne peux pas les entendre. Il y en a qui sont penchés sur la personne, dans le lit. Est-ce que tu vois ce qu'ils font? Ils tiennent des objets en métal, comme des outils chez le dentiste, mais plus gros. Je ne vois pas bien. Peux-tu bouger? Non. Non. On dirait que mes chaussures sont collées sur le plancher. Je me sens très lourde. Il y en a un qui arrive derrière moi. Il me saisit le poignet. Sa peau est froide, comme un poisson. Il serre fort mon poignet. J'ai peur. Calme-toi, Camille. Tu es en sécurité dans tes souvenirs. Qu'est-ce qu'ils font à la personne sur le lit? Est-ce que c'est Amélie? J'entends des bruits qui me font peur. Ne lui faites pas de mal, Amélie! Amélie! Je ne veux pas qu'il me touche. Non, lâchez-moi! Laissez-moi sortir! Je veux m'en aller! Girafe! Girafe! Jean, 8 septembre 2005, 22h. J'avais arrêté de fumer la cigarette 3 mois plus tôt. En sortant du restaurant ce soir-là, je m'étais acheté un paquet à la station-service près de mon bureau. Sur le chemin du retour vers chez moi, je m'étais arrêté dans un petit stationnement au milieu d'une forêt pour prendre le temps de réfléchir et d'en griller une. Je tirais de grandes bouffées, crachant la fumée qui formait de longues volutes au-dessus de moi. Les fesses contre ma voiture et le regard vers les étoiles, je repassais les dernières heures dans ma tête. Jamais de ma carrière je n'avais entendu pareille histoire. Je passais ma main gauche sur ma barbe, songeur. Le lendemain, je ferai un rapport détaillé des séances d'hypnose avec Amélie et Camille. Et je fournirai les bandes vidéo à mon ami enquêteur pour qu'il puisse livrer un rapport de témoignage. Une étoile filante traversa le firmament. Je restai là une bonne heure, à contempler les étoiles et à me demander ce qu'il y avait au-delà.
Note du narrateur. J'ai remarqué un anachronisme dans le rapport de témoignage original que vous pouvez visionner en suivant le lien dans la description de l'épisode. En effet, au début septembre à La Croche, le soleil se couche autour de 19h45. Comment donc est-il possible qu'il fasse nuit lors du deuxième week-end, quand les mystérieuses lumières sont arrivées près du site de camping, puis que le groupe d'amis se soit enfui pour ensuite arriver au dépanneur très tard selon l'enquêteur, puis que le groupe se soit fait arrêter en pensant qu'il n'était que 19h, heure à laquelle la lumière du jour aurait encore été bel et bien présente. Je ne remets pas en cause le témoignage, ni la qualité des enquêteurs, mais ce détail anodin m'a titillé tout au long de la rédaction. Pour les besoins de l'histoire, j'ai dû ajuster les heures de cette fameuse deuxième soirée, afin de retirer cet anachronisme embêtant. Je tenais à vous le mentionner par souci de transparence. À très bientôt pour d'autres histoires près du feu.